Voilà, donc moi j'y suis. Hop. Voilà, c'est parti. Merci David de nous accorder votre temps précieux entre plusieurs rencontres sportives, puisque là vous repartez samedi au Canada. Et je suis vraiment très honorée de vous accueillir dans cet espace-là que j'ouvre tous les mois. En fait, c'est une rencontre que j'appelais Les leaders généreux se soutiennent. Et c'est vraiment là pour pouvoir écouter le récit d'une personne et être inspiré, parce que je trouve que les récits, c'est vraiment c'est inspirant. On va y retrouver de l'élan, de l'énergie dont on a besoin pour être soutenu dans nos projets. Donc, ce sont des entrepreneurs, des dirigeants qui vont pouvoir vous écouter et pouvoir retrouver peut-être un état d'esprit qu'ils ont besoin de retrouver pour continuer à avancer dans leur projet. Donc, c'est vraiment cette idée-là, parce que finalement, la vie, elle est faite de hauts, de bas, d'échecs, de réussites. Et l'état d'esprit que l'on va avoir face à ces événements va être hyper important. Et c'est vraiment le lien entre le sport et l'entrepreneuriat, le mindset, l'état d'esprit. Tout démarre à l'intérieur de soi. Et ça va conditionner nos actions, nos résultats. Donc, David, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années sur un événement business à Toulouse. J'avais beaucoup apprécié ce que votre histoire. Donc, je regarde mes petites notes pour ne pas me tromper. Donc, vous êtes sportif de haut niveau en badminton. Vous avez remporté plus de 20 titres depuis le début de votre carrière. Vous avez décroché votre premier titre mondial en 2013. Et pourtant, bien en 2003, il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie qui a changé votre vie. C'est bien ça? Ah, on vous entend pas. On vous entend pas. On vous entend. Non, là, on vous entend pas. Ah, pourtant, ça marchait tout à l'heure. Ah. Alors là, vous avez du coup, vous avez le micro coupé là. Problème de technique. Donc là, en fait, c'est le... Voilà. Ah, voilà, super. Oui, ça y est. Ça y est. Tout va bien. Alors, la particularité du casque, c'est que moi, je vous entends très, très bien pour le coup. Oui. Voilà. Et nous aussi. Maintenant, on vous entend très bien. Jusque-là, ça va, tout va bien. Mais par contre, les bruits extérieurs, moi, je ne les entends pas. Et je suis au gymnase du Krebs, où j'ai normalement une connexion Wi-Fi qui est stable. Mais s'il y a des bruits extérieurs, vous allez les entendre et pas moi. Donc, il peut y avoir d'autres sportifs qui... Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire... D'accord. Ne vous inquiétez pas, David. Voilà. Tout va bien se passer. Bon, impeccable. Alors, dites-nous tout. Donc, oui, 2003, c'est l'année de mon accident. C'est-à-dire que, moi, à l'âge de 26 ans, j'ai fini mes études. J'étais anciennement sportif déjà de haut niveau badminton, valide dans mes années jeunes, jusqu'à à peu près 22-23 ans où j'ai arrêté une carrière internationale. Et puis à 26 ans, accident de ski, voilà, je dévisse
Et je dévisse sur les skis, sur une plaque de verglas, je finis dans un poteau, dans le dos, et donc rupture, fracture de la moelle épinière au niveau du dos. Ok. Donc moi, Ah, au-dessus de la ligne des abdos, en gros, je suis paraplégique. Euh, donc, donc voilà, donc bon, j'ai su tout de suite ce que j'avais puisque j'étais kiné de profession, et puis ça faisait 2 années que j'avais mon diplôme, que je travaillais. d'accord. Donc à l'époque sur Paris. Et donc l'accident, au moment de l'accident, j'ai su tout de suite ce que j'avais. J'étais tout seul sur les pistes. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les secours puisque j'étais conscient, et D'accord. Ok. je leur ai Ah, dit ben, venez me chercher, je suis paraplégique. Voilà, donc ça après c'est ce qu'on m'a aussi raconté, hein, puisque l'accident fait que et l'intervention des secours derrière fait que je me souviens pas de tout. mhm. Et, euh, et c'est bien fait parce en gros, on nous injecte un produit antidouleur, mais qui permet aussi d'enlever ces souvenirs qui peuvent être pour certains très néfastes. Et du coup, moi, j'ai des souvenirs qui sont des flashs et qui sont plutôt un peu plus tard, au moment de mon réveil à l'hôpital. Mais D'accord. même chose à l'hôpital, je me suis réveillé et la première chose que j'ai demandé, ce sont mes radios. Donc, bon, ça, c'était un peu aussi le fait d'être dans la partie, et ça m'a permis tout de suite de savoir. Ouais, d'avoir la D'avoir. réalité de ce qui se passe Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Donc, Et, et donc là, c'est du pour coup, ça. qu'est-ce qui se passe Bah, il y dans a, votre tête, à l'intérieur de ouais, vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a tout qui s'écroule? Qu'est-ce qui... bah, c'est à la fois très violent et en même temps, je crois que moi, ça m'a permis de voir tout de suite le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, quoi. Parce que clairement, bah, j'ai su, en plus, le fait d'être kiné, de ce que je ne pouvais plus faire et ce à quoi je devais m'atteler pour rebondir, et puis pour surtout retrouver une autonomie, quoi. Ça a été, je crois, ma motivation première tout de suite. Donc, ouais, c'est facile à dire après quelques années, hein, c'était en Oui. 2003 quand même. Mhm. Mais oui, en plus de ça, enfin, pour la petite anecdote, moi j'ai fait mon diplôme pour être kiné, j'ai fait mon diplôme de fin d'études sur un paraplégique D8, la huitième dorsale, et c'est exactement ce que j'ai. Donc, D'accord. donc j'étais bien documenté sur la vertèbre, sur le domaine, en plus de ma formation, quoi. Oui. Donc voilà, je savais vers ce qu'on attendait de moi en rééducation, ce Mhm. qu'il fallait que je mette en place pour réussir à retrouver cette autonomie. Ouais, pour moi, c'était le plus important. Mhm. Donc, de suite, il y a eu cette volonté de retrouver l'autonomie. Ouais, complètement. Ah ben, clairement, on est pendant 3 semaines, je suis un enfant dans mon lit, cloué, je peux rien faire, je peux pas bouger, j'ai une vertèbre qui est cassée, donc il faut surtout pas bouger. Mhm. Là, il y a la gestion de la douleur, parce que oui, j'ai été opéré on m'a mis du matériel dans le dos pour stabiliser tout ça. Donc pendant 3 semaines, je suis alité. Et je suis à Grenoble, donc je suis assez loin de la famille et des amis, mais avec par contre un soutien qui a été aussi incroyable de mon entourage. Donc, donc voilà, moi je sais que bon, mon sportif, certainement d'athlète de haut niveau, m'a aidé. Oui. Je peux pas le nier. Euh, voilà, je me suis pas posé toutes ces questions. J'ai décidé fallait que j'avance et que Mhm. voilà, Ça, c'est je devais super le faire. intéressant. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, l'état d'esprit, le mindset que vous aviez développé parce que vous étiez déjà sportif de haut niveau
à ce moment-là, il est vraiment un soutien pour vivre ce changement en fait de vie. Bah, je pense, après, c'est c'est- c'est- c'est une analyse qui est un peu facile et qui est un peu directe. Après, est-ce que c'est un tout? C'est-à-dire que peut-être que mon état d'esprit m'a permis aussi d'être athlète de haut niveau et me permet, moi, de- d'avancer Mmh. et d'arriver à me fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. Euh, voilà, moi c'est vrai que j'ai aussi et puis ce parcours d'athlète de haut niveau m'a amené à être autonome à l'âge de 15 ans. Mmh. Je suis originaire de Bretagne. Je suis monté à Paris pour le sport-études et ma, et ma carrière sportive. Et puis, bon, après, très très vite, ma carrière professionnelle de kiné euh, parce que voilà, ouais, le badminton n'étant pas un sport qui, qui, qui donne à manger en fin de mois, euh, notamment il y a 20 ans, moi il y a eu un choix à faire et puis bon, mes études étaient importantes à ce moment-là, quoi. Mmh. Donc voilà, il y a eu ce choix à faire aussi. Mais c'est vrai que ouais, à 15 ans, se retrouver très très loin de sa famille. Il n'y avait pas de téléphone portable pour appeler tous les soirs, mais la Mmh. cabine téléphonique où il y avait 200 athlètes qui faisaient la queue pour pouvoir Vous venir rappelez? prendre des nouvelles. Et je rentrais déjà chez moi tous les 3 mois. Donc je Ouais, crois que c'est aussi le parcours qui m'a ouais, il permis y avait de déjà cette déclencher. autonomie. Mmh. Ouais, Mmh. cette autonomie, cette liberté. Je crois comprendre que beaucoup de personnes sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou dirigeants. Et moi, je sais que je me suis très vite dirigé vers kiné libéral parce que j'avais aussi besoin de cette liberté Mmh. d'exercer et voilà, de fonctionner dans ma vie. Et du coup, je crois que ça, oui, ça a été un leitmotiv quand je me suis retrouvé en fauteuil. Et puis, bah, je connaissais les codes. Donc, euh, donc forcément, ouais, je connaissais mon corps, les codes, puis l'envie d'avancer. Ouais, quand en général l'autonomie se retrouve en moyenne entre 6 mois et 1 an dans les centres de rééducation, bon, en 2 mois, en 2 mois et demi, j'étais autonome. Waouh, Je pouvais, énorme. ouais, je partais de l'hôpital en ayant retrouvé mon permis et avec une voiture qu'on m'avait prêtée, une voiture automatique. Enfin bon, j'ai Ok, un peu essayé et c'était du coup parce que vous entraîniez plus ou enfin parce que qu'est-ce qui a fait qu'en 2 mois, vous aviez retrouvé cette autonomie? Là, c'était réellement un état d'esprit parce que pour le coup, euh, pour le coup, j'étais avec. Alors désolé, hein, il y a des notifications qui arrivent sur mon téléphone, donc ça On risque n'entend de. rien, on n'entend rien Ah du tout. d'accord, il n'y a que moi qui les entends. Ouais, C'est tout ça. à fait. Euh, et ouais, disons que bon après moi j'étais dans le centre avec d'autres qui étaient là depuis plus longtemps que moi. J'étais à Mhm. Garches, donc dans un service spécialisé. Et oui, oui, il y a des gens qui étaient là depuis plus longtemps, que j'ai aidé un peu à rebooster ou enfin, enfin, ouais, ouais, avec qui j'ai, À persévérer, à... oui, et puis en fait, à accompagner parfois, parce que j'avais des questions simplement en tant que kiné, Oui. notamment alors, quand les portes de l'hôpital se ferment. C'est-à-dire que moi, je connaissais l'hôpital en tant que professionnel avec la blouse blanche, avec Mhm. les stages que je faisais, et puis je bossais un peu dans une clinique aussi, voilà, en tant que kiné. Mais à 17 heures, quand les blouses blanches rentrent à la maison, chez soi, jusqu'à 8 heures le lendemain matin, que les visites à 18 heures se ferment, que même la cafétéria à 17h30 est fermée, on ne peut plus prendre un café, on ne peut plus se rassembler, eh ben, il y a une deuxième journée qui commence et les journées sont très très longues. Mhm. Et là, bah là c'est
je sais pas si vous avez vu le film Patient, mais Non, ça retrace bien un la parcours de ré- vie et la réalité. Ouais. Mais, d'accord. et parce que voilà, c'est ça. Et donc à ce moment-là, bah, soit on décide de continuer d'avancer, de faire les choses pour que, ben, encore une fois, le séjour dure le moins longtemps possible, soit bah, on est passif et puis on attend. Et il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et puis voilà, il y a, je pense aussi le fait que pour beaucoup, on est rentré un peu dans une période où ben, on peut donner de l'espoir à la récupération. Donc ça c'est très bien, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si on vous fait espérer que vous allez remarcher, mais pourquoi se prendre la tête à être autonome avec un fauteuil roulant ou D'accord. à faire les choses pour être actif, quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors que moi j'ai préféré avancer et puis voilà, on verra si un jour la technologie, la science nous apporte un mieux-être, ou une récupération quelconque. Mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a permis de reprendre ma vie en main assez rapidement. Waouh, Voilà. super. Et donc, du coup, qu'est-ce que. Ah, de suite, vous avez eu. Vous êtes dit, je reprends le badminton? Alors, pas du tout. Même, D'accord. ça a été tout l'inverse. D'accord. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention de faire du badminton en fauteuil, pour deux raisons. La première, c'est que j'en avais fait toute ma vie et je suis plutôt amoureux du sport que, bon, le badminton a fait que le badminton est rentré dans la vie et ça a été le badminton qui m'a apporté ce parcours. Mais j'étais plutôt amoureux de tous les sports. D'accord. Et, et voilà, et j'avais l'intention de faire plein d'autres choses et j'ai fait plein d'autres choses. Euh, voilà, je suis parti voyager, j'ai fait un tour du monde pendant un an. Ok. Voilà, en fauteuil avec la maman de mes enfants. On est séparés aujourd'hui, mais enfin, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, hein, on était. Mais donc voilà. Et puis j'ai touché à ouais, beaucoup de sports. Et puis par contre, je me suis aperçu au centre de rééducation que en fait j'ai vu des gens jouer au badminton en fauteuil. D'accord. Donc ça m'a interpellé. Donc il y a un gymnase au centre de rééducation, on peut faire plein de choses. Et puis en allant fouiner sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait une fédération internationale, qu'il y avait un sport, le para-badminton, qui était codifié, donc avec des règles en fonction de notre handicap, qu'il y avait possibilité de jouer en fauteuil et qu'il n'y avait rien en France. Donc, je me suis rapproché en 2004 de la fédération de badminton, où j'avais, on va dire, encore les portes ouvertes. Moi, donc j'y étais plus en tant que sportif, mais j'avais intégré le staff de l'équipe de France de badminton. Le badminton est une petite famille. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de licenciés, mais voilà, on se connaît à très haut niveau, on se connaît un Mhm. peu tous. Donc moi, je suis allé voir le directeur technique national de l'époque et je lui ai dit, mais voilà, je comprends pas. Donc il y a le badminton qui est développé partout ailleurs, il n'y a rien en France, il faut faire quelque chose. Et là, il m'a dit, bah, vas-y, ta carte blanche. Alors, je l'ai pris au mot, je me suis dirigé sur un premier tournoi avec un fauteuil. Au départ, j'ai joué, oui, parce qu'on peut difficilement se mettre à développer sans pratiquer. Donc, j'ai Mhm. commencé à pratiquer. À ce moment-là, je venais d'arriver sur table. Donc, j'ai pratiqué, moi, avec un fauteuil où j'ai pris un pied de table, une petite roulette que j'ai soudée et j'ai fixé ça à mon fauteuil à mon fauteuil actuel. Alors, mon fauteuil D'accord. actuel, c'est un fauteuil de ville, Ok. donc qui n'est pas du tout fait pour faire du sport. Et là, ça a été horrible parce que je me suis senti très handicapé, pour le coup. Et parce qu'en fait, c'est ça, moi, ce qui fait que je suis
handicapé ou je me sens handicapé, bah, c'est une marche que je peux pas passer, c'est un escalier, Mhm. c'est des choses qui sont infranchissables. Mais moi, à partir du moment où tu es tout adapté, je me sens enfin, voilà, comme tout le monde, quoi, hein. Mhm. Et puis l'envie de faire les choses comme tout le monde. Donc, j'ai besoin de quelques adaptations, mais voilà. Et là, bah, justement, j'avais un fauteuil qui n'était pas du tout adapté. Et, euh, et donc, j'arrivais pas à jouer, quoi. Et donc, bon, j'avais la chance d'avoir déjà la technique raquette, mais la mobilité en fauteuil, pas du tout. Et puis, avec un outil qui n'était pas du tout adapté, donc c'était juste pas possible, quoi. Mhm. Donc, voilà, on a réussi à faire quelques démarches pour acquérir un fauteuil de sport, quoi. Et donc, voilà, et parallèlement, bah, à ce moment-là, j'ai fait 10 ans de développement bénévole à la fédération pour justement développer le para-badminton en France. Donc, j'ai repris notamment mes études. J'ai donc fait un master 2. Donc, j'ai un master 2 de alors, motricité et adaptation. D'accord. Donc, c'est un peu spécialiste dans les deux populations, personnes âgées, personnes handicapées, pour retrouver justement de la mobilité, de l'adaptation du quotidien. Donc, voilà. Et arrivé à Tarbes, ouais, j'ai continué de développer la pratique du badminton et ben, je me suis fait prendre au jeu, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai fait de la compétition, j'ai repris plaisir à jouer en fauteuil, avec un fauteuil adapté, et puis j'ai eu des résultats, et puis surtout, je me suis aperçu que pour pouvoir parler de la pratique, ben, il fallait des médailles, il fallait des podiums, donc les médailles ou les tournois que j'ai faits, c'était dans le but de servir en fait mon projet de développement pour développer la pratique. Parce que je me suis aperçu que voilà, si on faisait pas de Bien médailles, on sûr, n'en parlait pas, quoi. bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que Pardon. je me suis fait reprendre un peu par mon Parle. activité. Et puis voilà, j'ai retrouvé aussi bah, le haut niveau, comment, bah, ce qui fait que ouais, il y a besoin d'être exigeant et performant pour vivre des bons moments aussi de sport que j'avais plus. Donc voilà. Et puis de fil en aiguille, le badminton qui était très compliqué au départ, parce que moi j'ai un président de fédération qui me disait je ne mettrai pas un centime sur la table pour les handicapés. Il y a des associations pour ça. Bon, ok, on part de loin. Donc derrière, ben, moi je suis passé par la petite porte en fait. Donc je suis allé voir le ministère des Sports. On a créé une association de joueurs en fait qui a fait un peu gratte-poil au niveau de la fédération de badminton parce que la fédération handisport nous disait bah nous on a assez de sport handi et le badminton n'étant pas sport paralympique, allez voir la fédération de badminton. Donc ils Mhm. envoyaient La la balle. patate la balle, le Mhm. volant. Ouais. Et puis voilà, et puis donc on a fait beaucoup de développement comme ça a duré 10-15 ans. Et puis la fédération, à travers la fédération internationale également. Et puis le badminton est passé paralympique donc en 2000. Alors, il est rentré au jeu pour la première fois à Tokyo, mais on a su donc en 2014 que le badminton allait rentrer au jeu à Tokyo. Et donc là, bah, ça a été beaucoup plus facile de développer et puis d'avoir l'écoute des fédérations. Et puis voilà, et puis avec l'association de joueurs qu'on avait créée, on a réussi à. Il y a eu un changement de président et voilà, on a fonctionné avec lui pour savoir ce qu'il allait mettre en place pour le para-badminton et si jamais il était élu. Et donc, il nous a répondu, il a écrit qu'il allait mettre des choses en place. Et donc, forcément, quand il a été élu, bah, on est revenu le voir. Et ça a facilité également les choses. Voilà. Ok. Donc, c'est tout ça qui a fait que
aujourd'hui, la fédération aussi est motrice dans le développement. Et puis, le fait que le para-badminton passe aux Jeux paralympiques rentre dans cette grande famille, ça aide au développement, hein, c'est un booster. Mhm. Et puis voilà, l'aventure aujourd'hui, elle est dans les mains des fédérations. Et puis moi, j'ai retrouvé une casquette d'athlète Mhm. à part entière, quoi. C'est super intéressant parce que, en fait, au départ, la volonté de retrouver l'autonomie, elle n'est pas du tout en lien avec le côté sportif, en fait. C'était vraiment vous, voilà, la personne qui voulait vraiment retrouver cette autonomie, mais avec un mindset de sportif. Et puis, petit à petit, donc, vous faites le tour du monde, vous essayez plusieurs sports, et puis petit à petit, cette volonté, vous découvrez que le badminton paralympique n'est pas du tout, il n'y a rien en France. Et donc, c'est cette volonté de développer ça en France qui fait que petit à petit, enfin, qui fait que du coup, vous devenez en fait champion, hein, plusieurs fois champion. C'est un petit peu ça. Après, c'est vrai que bon, on n'est jamais tout seul, hein, dans une aventure, hein. Moi, je sais que tout ça, c'est en rencontrant des gens, en m'appuyant sur des personnes. Alors, forcément, la dynamique de base, faut l'impulser, mais c'est vrai que, ouais, dès que j'ai senti qu'il y a des choses qui à la fois me plaisaient et me permettaient d'avancer, et je me suis appuyé dessus et j'ai fait de belles rencontres aussi. Il n'y a pas eu que des portes fermées. Mais Mhm. c'est vrai que je crois que ouais, dès qu'il y a un obstacle, en fait, je cherche à le dépasser. Alors c'est vrai que des fois il y a un mur, et puis parfois il y a des belles choses juste derrière, et à chaque fois ça a été ça. C'est, c'est... Alors non pas que je regarde pas derrière, hein, Mhm. mais c'est vrai que ouais, je cherche vraiment à m'appuyer sur soit encore une fois les motivations d'objectifs, et puis ce que ça peut apporter voilà, au quotidien, et puis les personnes rencontrées, quoi. Mhm. Donc, et puis ouais, je crois que c'est en fonction aussi du besoin du moment, quoi. Je sais qu'après le Tour du Monde, on s'est posé donc dans les Hautes-Pyrénées. On est tombé amoureux Mhm. de Bagnères, et avec l'objectif de développer comment dire, un gîte accessible. Mhm. Euh, voilà, on voulait continuer à voyager. D'accord. Lorsqu'on est rentré du Tour du Monde, on s'est aperçu que les gens qui voyageaient, c'était des saisonniers. Et donc, on a mis en place des choses pour être saisonnier. Et en fait, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, quand je dis ça répondait à des besoins, j'ai essayé de les. Comment dire, de mettre les choses en place pour réussir à satisfaire ses besoins, en gros, quoi. Et donc, on est tombé amoureux des Pyrénées, parce que c'est là-bas qu'on voulait se poser. Enfin, j'étais déjà tombé amoureux des Pyrénées 12 ans avant, hein, pour avoir fait de la rando et du ski de rando, voilà, dans les 3000 de Luchon, là. Et voilà. Et j'avais un ami sur l'Almezan, on est arrivé sur l'Almezan, et puis Bagnères de Bigorre. Là, Bagnères de Bigorre, il y a le col des Palomnières, hein, pour ceux qui connaissent. Mhm. Et voilà, on est tombé amoureux de ce coin, et avec donc l'objectif de. On a eu l'opportunité, la chance d'avoir un terrain là-bas, et on a construit une maison en paille pour pouvoir D'accord. faire, pour pouvoir faire le gîte. Sauf qu'en fait, c'est de l'autoconstruction. Donc pendant 3-4 ans, on a fait de l'autoconstruction, à organiser des chantiers participatifs et à construire une maison en paille. Sauf qu'une fois qu'on est lancé, on ne peut plus trop s'arrêter. Et voilà, ouais, il y a des choses à mettre en place et le badminton, à ce moment-là, n'était pas du tout une priorité. Et voilà, ça, plus derrière,
la vie, 3 enfants, clairement, voilà, le badminton n'a pas été Mhm. le parcours unique qui m'a permis, je pense, aussi d'arriver au fait qu'aujourd'hui, je suis sportif de haut niveau, quoi, ou que je suis voilà, sur des objectifs de très haut niveau, quoi. Mhm. Mais c'est bien le parcours, les gens que j'ai rencontrés, enfin, l'autoconstruction d'une maison, ça se fait pas à deux, quoi, c'est impossible. Moi, les bottes de paille, c'est pas moi qui les ai portées. Mhm. Les, voilà, après, j'ai fait beaucoup de choses dans la maison tout seul, mais voilà, à chaque fois, Ouais. ça a été des aventures humaines, quoi. C'est Ouais. ça que je cherchais. C'est marrant. Enfin, l'impression que j'ai en vous écoutant, c'est que, enfin, il n'y a rien qui vous arrête, quoi, en fait. Hop, on y va, un projet, on y va. C'est comme si voilà, il y avait cette espèce de facilité, de légèreté à entreprendre, en fait. Bah, en tout cas, j'essaye. C'est vrai que, bon, enfin, je ne dis pas ça en me disant que ça a été simple, hein. Attention, hein, on a eu on a eu des parcours et puis des illusions dans certaines, dans certaines envies, hein. Enfin, je prends l'exemple du Tour du Monde où parfois on part un peu à l'aventure sur un chemin qui paraît, alors, pas vraiment carrossable, mais Mhm. large, où je peux aller à un point de vue. On n'avait pas des objectifs de sommet, hein, loin de là, mais souvent, il y avait, dans certains pays, il y avait des randos, enfin bref, qui permettaient d'avoir un point de vue. Et quand c'était écrit 1 heure et demie à pied, bah, on mettait 3 heures, plus de 3 heures en fauteuil. Enfin, Mhm. moi en fauteuil, et puis donc la maman des enfants, enfin mon ex qui était à pied évidemment, et, euh, et arrivé à 100 mètres du fameux point de vue, bah, il y avait soit des escaliers, soit des très gros rochers, il fallait finir. Enfin, en D'accord. gros, en fauteuil, c'était juste pas possible. Donc, Mhm. j'avais fait 3 heures sur un parcours. Alors le parcours était chouette, hein, était très sympa, qui m'a également apporté plein de choses, mais la finalité, la vue et l'objectif final, pas vu, pas eu. Donc, et là, redescendre en se disant, bon, ok, la descente va être un peu plus rapide, mais elle va être amère. Avec cette Euh, frustration, ouais, avec cette euh, frustration finalement de pas d'avoir été au bout du bout. ouais. Moi, je sais que la frustration fait partie de mon parcours, quoi. Et tout le temps, et encore aujourd'hui. Mais ouais, pareil, hein, je fais de la prépa mentale, je mets des objectifs un peu plus réalisables aujourd'hui, parfois, Ok. en me disant, bon, là tu t'es fait avoir, peut-être que tu vas redescendre le niveau, parce que sinon ça va être encore plus de frustration. Mais ouais, ouais, il y en a encore, hein, tous les jours, hein, ça fait partie aussi de moi du quotidien, quoi, hein. Quand je dois être à l'entraînement, bah, la frustration, on la travaille aussi. D'accord. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, j'essaye. Je me dis pas, bon, bah ça va être galère. Alors, des fois, aujourd'hui, ça fait un peu aujourd'hui, ça fait un peu comment dire, euh, ça fait un peu les cheveux blancs de ma compagne, Oui. parce, parce que ouais, ouais, je peux y aller en me disant, mais si, ça va le faire. Et puis, bah, ça le fait, mais c'est galère, quoi. C'est encore Mhm. galère. Mhm. Mhm. Donc, voilà. Mais voilà, ça c'est. Je me dis pas, ça va être galère, donc on y va, quoi. Je me dis, ça va Ça être, va le faire. ça va le faire, ça va être sympa, tu verras. Et puis bon, Mhm. oui, il y a du sympa, mais il y a du moins sympa. Et bon, ça, moi, j'arrive à faire abstraction de ça ou de me dire, bah, ça fait partie du truc. Quand je sais que ma compagne, bah ouais, parfois ça peut être galère. Donc, bah, on cherche un compromis aussi, quoi. Et ça aujourd'hui, pas aujourd'hui ou avant, hein, d'ailleurs, mais ouais, ça fait partie du jeu aussi, quoi, de réussir
à surmonter Ça, justement la difficulté. Hein, ça, c'est ce que vous exprimiez tout à l'heure, ouais, hein, où quand il y a une difficulté aussi, il y a ce côté challenge en fait. ouais, c'est ça. Et puis s'appuyer sur les gens sans, tout en mettant le curseur au bon endroit aussi, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, le challenge, j'en manque pas, quoi. Au contraire, j'ai besoin de ça. C'est aussi mon profil, hein. Mhm, J'ai un profil qui fait que j'ai besoin de projets, en fait. Au-delà mhm, d'objectifs, j'ai vraiment besoin de projets pour avancer. Ça peut être du projet quotidien, comme du projet sur très long terme. Mais voilà, j'ai besoin de ça. Et, mais ouais, parfois, bon, faut que je m'appuie sur les bonnes personnes aussi pour me dire ça c'est bien, mais oui, oui, oui. Donc, du coup, oui, ce ça va être côté, galère. le côté équilibré hein, entre le projet et puis peut-être la réalité aussi des fois à accepter. Et du coup, David, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a dans votre parcours, est-ce qu'il y a des moments, comment dire, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a peut-être une façon de voir les choses ou de penser que vous avez dû changer à un moment donné Euh, pour oui, pour atteindre vos objectifs? ouais, c'est justement la communication. C'est la communication parce que très clairement, ouais, je pense qu'on a, encore une fois, je m'appuie, enfin, je m'appuie. J'ai la chance plutôt d'avoir un bon entourage familial, même si mes parents sont encore en Bretagne aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, bon, je suis séparé de la maman des enfants, mais on a, voilà, on a fait un beau parcours aussi ensemble, Mhm, avec une vie familiale qui est stable aujourd'hui. Et puis j'ai des gros cercles d'amis. Euh, Sur un plan professionnel aussi, aujourd'hui, voilà, je pense que je suis plutôt stabilisé. C'est juste que parfois, eh ben, il y a l'objectif, ce que j'ai envie de faire, et puis j'y vais, et puis je comprends pas que ça fonctionne pas, ou que autour de moi, ben, les gens sont pas dans le même état d'esprit, ou sont pas là en se disant, ben, justement, en voyant les difficultés avant, et je me suis aperçu que soit parce que j'avais pas exprimé ce que moi je ressentais et ce mhm, que moi aujourd'hui j'avais envie de faire, mais aussi en me disant bah ouais je le fais pour les autres donc forcément ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Je ne le fais pas pour moi, mais c'est pas si simple que ça en fait. Et j'ai ouais, le besoin de l'exprimer, besoin de dire ouais, ce que j'ai dans la tête, qu'il faut mettre en place, ou comment je verrai, et d'impliquer les gens dans le projet. Euh, ça a toujours mieux marché que de se dire bon ok ça fonctionne pas et puis j'ai un profil aussi un peu comme ça où je me renferme et je me dis bon ça marche pas, je vais trouver des solutions et puis bon je sais pas si c'est parce que je suis breton et bigourdan et bigourdan comment dire de cœur aujourd'hui. Mais ouais, je peux avoir un peu la tête dure, quoi, et à rester sur bon, ok, bah, je vais trouver la solution, je vais trouver la solution, sauf que bah, soit je la trouve pas, ou soit celle que je trouve, elle fonctionne pas parce que les gens, bah, ils comprennent pas, quoi. Donc c'est vrai mhm. que là-dessus, j'ai été beaucoup, voilà, j'essaye d'être un peu plus dans la La communication. communication Ouais, pour du coup favoriser aussi la collaboration en fait. Puisqu'un oui, projet, c'est aussi une collaboration. tout à fait, mais c'est vraiment ça. Et alors moi en plus moi je suis un spécialiste de double, c'est-à-dire que moi j'ai eu un parcours au badminton, pardon, valide, et qui était basé, enfin qui était un projet de double homme et double mixte. J'étais pas du tout un joueur de simple. D'accord. Voilà. Contrairement au tennis, en fait,
c'est vraiment des spécialités et voilà, il n'y en a pas une qui est plus mise en avant que d'autres, mais bon, moi je pense que mon profil faisait que justement j'avais besoin de cette collaboration sur le terrain. Moi j'ai toujours adoré le double. En fait, je fais du badminton, mais j'ai l'impression de faire un sport d'équipe, quoi. D'accord. Enfin, je fais un sport d'équipe. Là, le projet qu'on a avec mon partenaire de double pour Paris, comme celui qu'on a eu pour Tokyo, eh ben, il prend aussi tout son sens parce que on se qualifie d'abord par le double homme. Si on est qualifié en double, on fait forcément le simple. Et D'accord. si on ne s'est pas qualifié pour le double, c'est un top 6 mondial. Donc, c'est les 6 meilleures paires au classement mondial qui sont qualifiées pour les Jeux paralympiques. Et derrière, si on ne fait pas partie de ces 6 paires, on peut se qualifier, parce qu'il y a un peu plus de place en simple, on peut se qualifier par le simple et on vient se rajouter à ceux qui sont déjà qualifiés par le double. Donc en fait, moi ça me va parce qu'en plus de ça, encore une fois, moi j'adore ce challenge par équipe, quoi. Mais, mais bon, voilà, tant que c'est du factuel, moi j'arrive à communiquer, enfin on parle technique, on parle tactique, ça me va très bien. Dès qu'il faut un peu parler gestion des émotions, voilà, c'est plus compliqué et même la communication, enfin aujourd'hui je suis pas un communicant, je peux faire nettement mieux sur les réseaux sociaux. On est voilà, dans une ère là où de multimédia qui fait que ouais, j'ai besoin de communiquer pour l'essentiel, mais je suis pas un communicant. Voilà, et je sais que ça fait partie de mon métier, donc je dois le faire davantage et mieux que ça. Mais voilà, mais c'est sûr que c'est un côté que je dois améliorer et c'est au cours de mon parcours, je dirais que c'est ça qui m'a fait le plus défaut. D'accord, ok. Intéressant hein, de voir comment, comment dire, on peut faire des choses extraordinaires et puis avoir aussi besoin dans des choses qui peuvent paraître beaucoup plus simples de développer certains aspects. On retrouve ça dans l'entreprise hein, aussi, hein, où des fois de pouvoir aussi exprimer face à ses clients, face à ses collaborateurs, cette capacité-là qui est super important pour amener un projet. Ouais, Alors, c'est vrai que c'est l'histoire. Pardon. Non, allez-y, non, allez-y. juste pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est l'idée de bien se connaître parce que moi, je Oui, sais que, tout encore à une fois, fait. j'ai fait les choses comme ça, naturellement, sans me poser de questions. C'est après que j'ai compris que j'avais besoin de projets pour avancer dans la vie. Tant que j'avais des projets, ça fonctionnait. Et aussi le fait que, voilà, moi, tout seul sur un terrain de simple, je suis en difficulté. C'est-à-dire que j'ai la gestion des émotions qui n'est pas facile. Voilà, c'est juste que, comment dire, ouais, j'ai plus de mal à me transcender, alors que lorsque je suis en double, mais je fais des choses, je pense, même techniquement parfois exceptionnelles, mais parce que je me sens dans mon élément. Et voilà. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Je sais un peu plus. Bon, ça, c'est peut-être la maturité aussi, d'être sur des projets comme ça, où on est sportif à 45 ans avec déjà un parcours et déjà voilà, une vie construite. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est aussi ça, c'est réussir à bien se connaître. Bien se connaître, oui. Ouais. Pour du coup bien se connaître, ça va permettre aussi d'améliorer nos compétences aussi, nos compétences avec, dans le challenge qu'on a, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entreprise. Ah, bien sûr, oui, oui, là je parle de ça dans tous les. Moi, où j'en ai le plus appris sur moi-même, c'est quand je suis parti faire un tour du monde. C'est-à-dire qu'on a pris un billet open et en fait, on en apprend beaucoup plus sur soi que sur les pays et les populations qu'on rencontre. C'est clair. Donc, voilà, on ne s'est pas vraiment donné de limite, mais par contre, ça aide à savoir où elles sont, quoi. Ok, super, super, super. Ouais, très intéressant. Moi, j'ai pris
des petites notes là sur des idées intéressantes par rapport à des qualités, l'autonomie, l'adaptabilité, la communication. Donc trois qualités qu'on va retrouver aussi très importantes en tant qu'entrepreneur, entrepreneur dirigeant. Peut-être que là, je vois le temps qui avance. Est-ce que vous avez des questions, vous les posez à David? Vous avez envie de vous exprimer sur certaines choses. Qu'est-ce qui a été bon pour vous dans tout ce que vous avez entendu? Allez-y, vous pouvez ouvrir au micro, prendre la parole. Oui, Carla. Non, mais moi, ça fait écho par rapport à la collaboration, forcément, parce que moi, c'est sur ça que je dois travailler. Carrément. Ça fait vraiment, moi, ça fait écho et ça fait plaisir et ça me nourrit d'entendre quelqu'un qui dit qu'il est surtout beaucoup plus à l'aise dans la collaboration et que du coup, vous êtes plus performant, plus impressionnant dans la collaboration que tout seul. Enfin, en tout cas, vous le vivez comme ça. Donc, moi, forcément, oui, ça me fait tic, oui. Ça me fait du bien de l'entendre. Ah, super. Super. En tout cas, merci pour le témoignage. C'est très inspirant. Merci à vous. Merci, Carla. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, David. Non, le temps que les questions viennent peut-être, mais oui, clairement, moi, dans la collaboration, j'ai réussi, je pense que ça, aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à me l'appliquer, mais par rapport notamment au parcours, et puis le fait que je me connaisse mieux aussi aujourd'hui. Oui. Je fais vachement plus de prépa mentale aujourd'hui que j'ai pu faire dans toute ma carrière. D'accord. Notamment parce qu'on est sur comme un objectif, là, haute perf avec les Jeux de Paris et puis les Jeux de Tokyo. Là, on rentre dans une autre sphère d'exigence et de compétences, du coup. Et donc, je ne sais pas si c'est le fait de faire plus de prépa mentale et de mieux me connaître, mais ce qui est sûr, c'est que j'arrive à j'essaie de tirer en fait un positif de la moindre situation, en fait. Ouais. Et ça, oui, très bien. Et c'est intéressant parce que le fait de mieux vous connaître permet aussi d'affiner la préparation mentale, c'est ça? Alors ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que, et puis de savoir pourquoi telle situation me met en difficulté. Pourquoi je suis pas bien. Oui, mais je suis pas bien parce que ça me va pas, ça me va pas, parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et après, j'ai deux façons de réagir. C'est soit, ok, c'est un peu contre nature, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que je le fais? Je le fais pas? Bon, bah voilà. Mais au moins, je sais que je suis contre nature. Soit j'y vais pas, quoi. Je me dis, bon, si ça vaut pas le coup, on va. Oui, du coup, c'est un choix. Du coup, vous choisissez, en fait. Ça devient un choix. Et oui, parce que, en fait, c'est toujours pareil. C'est en fonction de l'objectif, il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait. Il y a plein de chemins et on est amené, moi, je suis amené parce que je le vois un peu comme ça. On est amené à se poser la question à chaque mètre, quoi. Bon, bah, ici, ça passe pas. Enfin, ici, il y a un gros caillou, je passerai jamais avec mon fauteuil, quoi. Enfin, si je dois faire un transfert, soulever ce fauteuil, un machin et tout, j'y arriverai jamais. Donc voilà, j'essaie de voir si le chemin à gauche il est peut-être un peu plus long, mais au final, voilà, je passe en y laissant moins d'énergie. Mais ouais, donc ça, c'est la façon de se reconnaître. Et après, le fait aussi, tout simplement, encore une fois, de se dire que, comment dire, de se dire, bon, bah là, c'est pas vraiment un échec, j'ai pas réussi, mais j'ai appris le pourquoi j'ai pas réussi, en fait. Là, par exemple, en ce moment, je travaille avec des ingénieurs d'Airbus sur mon fauteuil roulant de sport. Et en fait, eux, ils fonctionnent carrément comme ça. C'est une boîte et ça m'a fait vachement bien parce que, en gros, on a développé le fauteuil, mais on est parti dans des directions en disant, en
fait, on a essayé un truc et ça marche pas. Et moi, ça me mettait vraiment en difficulté parce que en fait, les ingénieurs avaient bossé sur un truc pendant je sais pas combien d'heures. Et au final, moi, je leur dis, bah non, ça fonctionne pas. Et en fait, eux, ils m'ont rassuré complètement là-dessus parce que eux, ils fonctionnent comme ça. C'est du prototypage, c'est-à-dire que c'est essai-erreur. On Ouais, essaye, ça marche pas, et du coup, on sait que ça marche pas. Donc, on a coché, voilà, on a éliminé une piste. Donc, on ouais. va à côté, ok, Et ça on essaie marche, autre chose. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est génial. et en fait, c'est toujours comme ça. Et de faire ça dans une boîte aussi avec des ingénieurs et voilà, voilà, c'est rassurant. Et ça, c'est parce que tout le monde a le même état d'esprit. Ouais. Si on fait ça avec des gens qui ne comprennent pas et que l'erreur, c'est un échec total, bah, c'est plus compliqué, forcément, quoi. Mais d'où la communication. Ouais. Mais Et c'est vrai que le test-erreur, aujourd'hui, moi, m'apporte beaucoup. Et c'est ce qui permet vraiment aussi d'améliorer. Je vois le commentaire de Carla Edison avec son ampoule. Hein. Effectivement, c'est pas en perfectionnant la bougie qu'on est venu à l'ampoule, hein, mais Edison, il a vraiment voilà, fait quelque chose de nouveau. Il a dû faire des milliers d'essais avant que ça fonctionne. J'aime bien aussi l'image du bûcheron hein, qui va donner 999 coups de hache pour abattre le tronc, mais c'est qu'au millième coup que les choses qu'on va se voir et que ça va réussir. Donc, effectivement, Ça, et c'est la aussi, persévérance. ça, c'est la persévérance. Exactement, c'est la persévérance dans des fois ce qui paraît que ça fonctionne pas, tu vois, qui paraît que ça peut paraître un échec, je fais des choses, ça ne fonctionne pas, mais finalement, au bout d'un certain nombre, en tout cas, les choses peuvent se transformer en réussite. Et on va retrouver au niveau des entrepreneurs, des dirigeants, la même chose. En fait, ce côté j'essaie, je vois si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ben, ce n'est pas un échec. En fait, je cherche autre chose. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que autant le sport et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment des portes de développement personnel. C'est des portes d'entrée qui permettent de mieux se connaître et en se connaissant mieux, de collaborer mieux et puis ça participe à faire avancer aussi quelque chose comment dire, des projets qui sont plus grands que soi aussi. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors tout simplement vous avez envie d'exprimer qu'est-ce qui a été bon pour vous dans ce que vous avez entendu? Alors moi, j'ai pas de tabou, hein, donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Catherine? Moi, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est que Oui. derrière un mur, il peut y avoir de belles choses. Oui. Alors, moi, ça me fait résonance parce que faut jamais rien lâcher. On peut avoir des coups de mou, mais se reprendre et puis avancer, quoi. Et puis changer de piste peut-être et accepter, avoir beaucoup d'humilité face à ses erreurs et puis continuer à avancer. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à vous, merci. Non, mais c'est sûr que c'est un mot important, l'humilité. Après, c'est aussi je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité à le faire, encore une fois parce que je me connais mieux, mais de se dire, bon, bah ouais, c'est pas de ta faute, c'est pas grave, ça va, t'as essayé, voilà, de se faire un peu de bien des fois, ça fait pas de mal, parce que c'est vraiment ça. Des fois, je sais que j'étais buté sur des choses et notamment là, à l'entraînement, quoi, où j'y arrive pas, où je suis dans le dur et je suis toujours dans le dur, mais soit parce que l'objectif est un peu trop important, soit je me mets la barre un peu trop haute ou soit parce que accepter que le mur il est un peu trop haut et que ça va prendre un peu plus de temps, le temps d'aller chercher l'échelle, la bonne. Enfin bon,
Et de pas y aller comme ça, tête baissée, quoi. Du coup, de mettre plus de douceur en fait envers vous-même dans le langage en fait aussi, d'accepter que c'est pas aujourd'hui, ça sera demain en fait. Ouais, non, c'est un peu ça, ouais. Parce que je pouvais rester sur ma frustration très longtemps. Là, aujourd'hui, un petit peu moins. Le fait de l'exprimer ou le fait justement cette prépa mentale, elle m'aide aussi à ça, à réussir à fixer des objectifs qui sont un peu plus, qui sont réalisables en fait. C'est vraiment ça. Et en fait, l'objectif réalisable, il fait du bien. Et il aide à faire en sorte que le mur d'après, il sera peut-être un peu plus facile à passer, quoi. Bien sûr, à augmenter en confiance, augmenter en confiance en soi. Donc ça, c'est important, je pense, en effet. Sinon, en effet, on se flagelle tout le temps et parce qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, c'est de réussir à se dire, soit c'est pas de ta faute, soit tu seras meilleur demain. Super, c'est vraiment très 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 intéressant et de voir comment en fait, je reviens à cette idée de tout part de soi, de son être, et plus on se connaît et plus on peut avancer aussi dans ces projets à l'extérieur, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc merci beaucoup David pour ce moment très, très inspirant. Et nous, David, comment on peut vous aider, puisque le titre de la rencontre, c'est les leaders généreux se soutiennent. Comment on peut, voilà, vous nous avez aidé là pendant ce moment, comment on peut vous aider, vous soutenir? Dites-nous tout. Moi, clairement, moi aujourd'hui, je suis sur un projet Paris 2024, hein, donc si je reste sur mes objectifs, évidemment, moi, c'est aussi de la communication parce que, comme je disais, c'est pas là où je suis le meilleur. Donc, j'aime bien aussi m'entourer et puis communiquer sur ces moments-là. Pour moi, c'est aussi important. Ça me permet de rebondir dessus. Moi, derrière, très clairement, je suis sur des saisons et un sport amateur qui font que je suis sur des recherches de partenaires, de partenariats qui sont de l'échange, hein, puisque je peux, enfin voilà, là je parlais d'Airbus tout à l'heure où j'ai fait quelques interventions dans l'entreprise et qui étaient riches autant pour, je pense, les gens qui étaient là et pour moi, hein. Et puis voilà, donc et ce soutien, moi, qui me permet de faire que ma saison, je peux la supporter financièrement. Voilà, parce que très clairement, ça reste un domaine où on est tous obligés, sportifs, pour performer, d'avoir Bien sûr. Comme soutien et de se libérer l'esprit. Parce que très clairement, bien sûr. et puis quand je te disais là, mais on a en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un top 8 mondial, on ne peut pas avoir un soutien financier de la fédération. Si on s'entraîne pour progresser, on ne fait plus de tournois pour rentrer dans le top 8 mondial. Si on fait que des tournois, on ne progresse pas assez pour aller chercher. Et puis nous, on est dans un sport où très clairement on a besoin de bouger parce que l'opposition, on ne l'a pas en France. Le badminton reste un sport qui est asiatique, D'accord. qui est très typé des pays lointains. Donc voilà. Voilà un petit peu, mais merci de m'avoir posé la question. Ok. Et donc, du coup, pour les personnes qui souhaitent vous soutenir financièrement, comment elles peuvent faire c'est quoi le process en fait? Elles vous contactent directement, elles contactent la fédération, comment? En fait, tout dépend de l'objectif. En fait, je crois que moi, je peux expliquer
en direct, donc me contacter, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux au départ. Après, il y a des dispositifs qui sont mis en place par le ministère, comme le pacte de performance, voilà, où les entreprises, alors c'est toujours l'idée d'avoir un donnant-donnant avec de la défiscalisation, où moi je peux aussi donc un peu intervenir dans les entreprises, et ça c'est en direct avec le ministère, mais là je ne connais pas suffisamment les tenants aboutissants du système, enfin côté entreprise en tout cas. Côté sportif, je le sais. Et puis après, moi, j'ai les assos sportives comme mon club qui peuvent me soutenir. Et voilà, il y a du mécénat qui peuvent D'accord. intervenir en passant par le club. Voilà, et puis encore une fois, là, c'est plus le bouche à oreille. S'il y a je sais que parfois, il y a des entreprises qui cherchent et qui ne trouvent pas. Soit des projets de soutien bon, voilà, donc c'est vrai que du coup c'est juste aussi de la communication qui permet aux entreprises de savoir, de connaître mon projet sportif, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Pour vous contacter, du coup, c'est sur LinkedIn, sur Insta, c'est quoi le plus simple? Oui, les deux. Les deux? D'accord. Ouais, les deux, c'est possible. D'accord. Même si le calendrier international fait que je ne suis pas forcément hyper réactif, mais bon, je finis tout le temps par répondre. D'accord. Super, super, super. Mais écoutez, l'appel est lancé. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir David Coupé, vous avez la possibilité. Et puis, c'est soutenir un Tarbais, Haute-Pyrénées. Donc, ça, c'est chouette aussi. Hein. On voit l'équipe de Tarbes qui est là. Voilà, merci beaucoup. Oui. Et au plaisir, si vous avez aussi d'autres questions, voilà, en off, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, David, de ce moment. C'était inspirant de voir un petit peu toutes ces qualités, ces changements d'état d'esprit, ces remises en cause, cette adaptation. Et puis ce côté, voilà, mieux se connaître. Finalement, la communication, améliorer la relation à soi, toujours la communication à soi, permet aussi de pouvoir faire de belles et grandes choses, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Merci infiniment pour votre présence. Plein de belles choses pour le Canada. Là, vous partez samedi au Canada, c'est ça? C'est ça, ouais. Canada, ouais. Un autre tournoi? Ouais, à Ottawa, on a à peu près un tournoi par mois, donc ça représente 8 à 10 jours de déplacement à l'étranger par mois. Et la semaine avant et la semaine après, je suis à Bagnères de Bigorre, donc peut-être qu'on se croisera. Voilà, pour certains. Donc n'hésitez pas, je vois pas forcément bien tout le monde, mais n'hésitez pas si on se rencontre à venir vers moi, ce sera avec plaisir. Ok, super. Merci. Bon après-midi. Merci pour votre présence. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.